143 chantiers d'orpaillage illégal. Les chiffres sont ceux du parc amazonien de Guyane, issus de la seconde campagne de survol pour cette année 2023. 143 sites actifs, c'est 25% de plus que lors du précédent survol effectué au mois de janvier. Les chantiers continuent majoritairement d'être sur la façade du Maroni, avec l'impression d'assister à une lutte sans fin en plein cœur de la Guyane. C'est d'ailleurs ce combat-là contre l'orpaillage illégal qui fait l'objet d'un court-métrage. Il sera diffusé vendredi au cinéma Eldorado de Cayenne. On écoute un extrait puis on revient. Alors là, on va détruire les 150 mètres de tuyaux souples qu'on a trouvé, terminés par 2 lance-monitors qui ont été brisés. Et donc là, on va mettre le feu. On va rester sur place pour attendre que ça crame bien, que personne ne vienne l'éteindre. Et puis voilà, on aura fait disparaître l'outil d'exploitation. Voilà donc extrait du film Orpaillage illégal au cœur de la lutte. La projection de vendredi, je le précise pour tout le monde, sera d'ailleurs suivie d'un échange. Pour en parler, Arnoux, le responsable de la surveillance des territoires et de la police de l'environnement au sein du parc amazonien de Guyane, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est important pour commencer d'expliquer un petit peu à tout le monde ce que vous vivez au quotidien. C'est un petit peu l'intérêt d'ailleurs de ce court-métrage dont on va parler. C'est quoi votre métier concrètement ? C'est surtout du travail de terrain ou bien il y a aussi tout un temps de préparation en amont pour préparer toutes vos missions d'intervention sur place ? Alors tout d'abord, je suis responsable de la police de l'environnement, oui, et de la surveillance du territoire du parc amazonien. Et donc à ce titre, j'organise, je coordonne les missions de notre brigade nature sur le terrain. Donc c'est-à-dire sur les communes de Camopi, de Saül, Papachton et Maripasoula. Donc toutes les communes qui dépendent du territoire, de la zone d'activité du parc amazonien, c'est à peu près ça. Une mission d'ailleurs, ça dure combien de temps quand vous devez intervenir sur place pour aller détruire un site que vous avez observé en amont ? Alors on peut faire toutes sortes de missions, c'est-à-dire on peut faire des missions pédestres par infiltration. Donc ça peut durer plusieurs jours. Donc justement on a des agents qui ont cette capacité de pouvoir être en forêt plusieurs jours. On peut faire aussi des missions fluviales, c'est-à-dire remonter les fleuves et trouver les criques orpaillées. Et ce qu'on verra dans ce court-métrage, une mission héliportée, où là on intervient directement sur les sites. Et ça, c'est des missions qui durent la journée, quoi. C'est dangereux ou pas ? Est-ce que quand vous intervenez sur le terrain, enfin dans quelle mesure vous y allez en vous disant bon, je sais pas vraiment ce que je vais trouver, il y a quand même un risque que peut-être ça puisse se passer un petit peu mal ? Tout à fait, le risque il est pas de zéro. Après on est des professionnels, on a un certain discernement. Si on voit que l'adversaire, il y a trop d'orpailleurs sur le site, voilà, on va pas forcément intervenir. Et après sur le parc, on intervient. Ça reste quand même des chantiers de taille assez modeste. C'est-à-dire qu'il y a un choix dès le début de votre part, voilà, de pas intervenir si vous sentez qu'il va y avoir beaucoup trop de monde ou qu'il y aura de l'armement. C'est le rapport entre nos agents et l'adversaire. Donc voilà, généralement entre 5 et 10 orpailleurs sur un site. Ouais. C'est quoi d'ailleurs la différence, on va dire, entre ce que vous faites, vous, les agents de la police du parc amazonien de Guyane, et ce que font les militaires et les gendarmes en forêt dans le cadre des opérations Harpie ? Parce que dès qu'on parle de lutte contre l'orpaillage illégal, je me permets de vous couper, on pense tout de suite aux militaires et aux gendarmes, enfin en tout cas le grand public. C'est normal parce un petit peu moins. C'est normal parce que le Harpie c'est du ressort de la gendarmerie avec l'appui des forces armées. Donc pour le 9e RIMA côté ouest et la Légion étrangère avec le 3e REI sur le côté est du territoire. Et tout ça sous la double autorité préfet-procureur. Et justement, une des caractéristiques du parc amazonien, c'est d'avoir des agents locaux issus du CRU qui ont été formés, donc qui sont tout comme moi inspecteurs de l'environnement. Et donc ces agents des communautés interviennent avec ce pouvoir de police. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et comme c'est des agents qui connaissent très bien, ouais, notamment pour la recherche des caches, parce qu'on le verra d'ailleurs dans le documentaire, les orpailleurs cherchent toujours à notre arrivée de dissimuler très rapidement le matériel. Et donc voilà, ces agents-là ont une facilité de trouver les traces des orpailleurs en forêt.
Et le parc, c'est une des caractéristiques, c'est aussi comme on travaille essentiellement, quasiment uniquement sur notre territoire, Ouais. et on peut cibler des petits chantiers en cœur de parc par exemple, qui impactent notamment les bassins de vie. Oui, c'est un des aspects qu'on voit, qu'on aperçoit dans le court-métrage, qu'en fait, côté Garimperos, quand ils vous voient arriver, que vous êtes en train d'arriver sur place, ils vont essayer de cacher tout leur matériel, mais pour quelle raison en fait? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une question de rentabilité, même si le cours de l'or est très élevé, ils tiennent à leur matériel de production, et donc justement c'est ce matériel de production qui coûte le plus cher, c'est-à-dire des gros moteurs, des pompes, des tuyaux qui dissimulent en premier, et donc c'est ce matériel qu'on détruit, et malgré cette destruction, les orpailleurs comme l'or restent au même endroit. C'est une lutte qui continue. Et qu'est-ce que vous détruisez sur place? Qu'est-ce que vous ramenez une fois que vous êtes arrivé sur un site d'orpaillage illégal? Donc comme on est au cœur de la jungle, le gros matériel lourd, parce qu'un moteur ça pèse plusieurs centaines de kilos, c'est pas possible de le ramener en hélicoptère. Dans Ouais. l'idéal, on aimerait pouvoir le faire. Et tout le matériel en accord avec un protocole parquet, tout est détruit sur place, et seulement le mercure, l'or et les armes sont saisis pour traitement judiciaire. Et ça vous arrive de faire des interpellations aussi directement sur place, ou une fois que vous arrivez, finalement il y a tout le monde qui a pris la fuite et il n'y a plus personne? Alors nous, les agents du parc, l'inspecteur de l'environnement, on n'a pas de pouvoir d'interpellation. Ça, c'est uniquement quand on fait également des missions avec la gendarmerie qui a ce pouvoir de judiciarisation. Est-ce que, les Garimperos connaissent aussi bien, on va dire, vos modes opératoires que ce que vous connaissez de leur méthode et leur manière de faire? Est-ce que, à force, de travailler dans la forêt depuis de longues années, finalement, il y a quasiment une connaissance mutuelle entre les deux camps, en quelque sorte? Oui, le programme Harpie, le dispositif Harpie, il date déjà maintenant d'une quinzaine d'années, donc ils connaissent les techniques d'intervention. Comme nous, on connaît leur technique d'approvisionnement logistique et où ils travaillent. Donc c'est à qui est le mieux renseigné, à qui est le plus discret. Il y a une guerre permanente finalement dans les renseignements qu'on peut avoir sur son adversaire? C'est pas une guerre, mais on est obligé d'être aussi affûté que notre adversaire. Et d'ailleurs, toutes ces informations-là, comment est-ce que vous arrivez à les recueillir, tout le travail de reconnaissance pour récolter des données, savoir un petit peu comment est-ce qu'ils travaillent, dans quelle zone, où est-ce que les orpailleurs sont présents? Tout cet aspect-là, comment est-ce que vous arrivez à le mettre en place? C'est vrai, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Au milieu de ces millions d'hectares de forêt. Et donc, il y a beaucoup de renseignements. On peut le faire soit des données satellitaires avec de la déforestation ou du linéaire d'eau impacté, ce qui est des conséquences directes de l'orpaillage illégal. Donc ça permet de détecter les zones où il y a de l'activité. Et également, comme vous l'avez dit, grâce à des survols héliportés qui permettent de vérifier la présence des orpailleurs. Ça reste l'aspect, on va dire, le plus difficile, d'avoir une cartographie en fait assez précise de l'activité illégale sur tout le territoire, non? Le plus difficile, c'est la forêt. Ouais. non, c'est d'aller chercher ces orpailleurs très loin en forêt. Ça, par contre, oui, c'est des heures de marche, des heures de pirogue. On compte plus les nuits qu'on a passées en forêt pour défendre le territoire. Ouais, physiquement, je suppose que ça doit être quelque chose d'assez éprouvant quand on passe plusieurs jours comme ça en forêt. C'est pas un métier que tout le monde peut faire en tout cas. Après, c'est comme nos agents sont aussi des habitants et issus des communautés. Il y a vraiment cette volonté de défendre son territoire. Ça reste les populations du fleuve qui sont directement impactées. Et donc ça donne aussi un mental plus fort pour lutter contre ces orpailleurs illégaux. Et même de votre côté, est-ce que finalement, au fur et à mesure des années, il y a quasiment un aspect militant en fait dans ce que vous faites? Militant, je sais pas, on le fait pour. C'est pas n'importe quel métier.
Oui, mais on le fait déjà parce qu'on l'aime, on le fait pour la forêt guyanaise. Sa biodiversité, c'est le vrai trésor de la Guyane. Et on est fiers de le défendre. Alors vous êtes responsable donc de la police environnement depuis 2021, mais ça fait plus longtemps que ça que vous travaillez pour le compte du parc amazonien. Je le disais en introduction, les derniers chiffres là, ils montrent que l'activité, elle, continue d'être très importante. Est-ce qu'il y a de votre part et de la part finalement de tous les autres agents du parc qui travaillent sur ces questions-là, une impression de lutte un petit peu sans fin? Est-ce que c'est pas décourageant d'intervenir sur place, de détruire un site, de ramener, de détruire du matériel, de ramener du mercure, de l'or, parfois des armements, et de savoir en fait que un chantier reprendra ailleurs quelques jours, quelques semaines juste après votre intervention? Alors c'est sûr que la lutte est pas finie. Le cours de l'or est très élevé. Et c'est vrai que les chantiers reprennent très vite, notamment à travers les filières d'approvisionnement du Suriname via les compteurs chinois. Il y a une étude qui le montre. Voilà, il y a toute une captation de l'or par la Chine, et donc on a beaucoup de matériel chinois présent sur les sites, et donc ça réactive très vite après nos opérations. C'était moins le cas auparavant, qu'il y ait autant de matériel d'origine chinoise, on va dire, que vous retrouviez sur place? Ça s'est développé, oui, se développe, et ça se développe encore. Voilà, il y a toute cette logistique, ça a réduit aussi le coût de la logistique pour les orpailleurs. Et donc voilà, on continue. On sait que ça reviendra, mais on peut pas. On est toujours motivé pour défendre ce territoire. Oui, parce que au final, ce que vous faites finalement, enfin, c'est pris au milieu de tellement d'autres problématiques. Vous l'avez dit sur le cours de l'or, le fait que les garimperos, en fait, souvent, ce sont des personnes, qui sont dans des situations très difficiles dans les pays voisins. Ils vont venir tenter leur chance. Il y a tout l'aspect diplomatique aussi avec le Suriname, la présence. On vient d'en parler de la Chine pour tout le ravitaillement logistique. Vous retrouvez au cœur finalement de toutes ces problématiques-là. Est-ce que parfois c'est pas un petit peu difficile d'arriver à savoir par quel bout en fait prendre ce problème, tellement il peut sembler tentaculaire en fait? Comme vous l'avez dit, hein, les échanges diplomatiques sont très importants, parce que voilà, c'est 143 chantiers sur le parc national. C'est des chiffres qui sont bien évidemment pas satisfaisants. Ouais. Et donc on travaille également aussi sur les échanges diplomatiques, et notamment avec l'ambassadeur de France au Suriname. Oui. Et également côté Brésil, où ils sont réalisés à l'initiative des forces armées et des gendarmes, des missions conjointes avec les militaires brésiliens sur l'Oyapock. Ça se passe mieux avec les forces de l'autre côté brésilien que surinamais, d'après ce que vous constatez, vous? L'activité est plus faible, l'activité d'orpaillage illégal est plus faible côté Oyapock que côté Maroni. Ouais, je crois que 80% des chantiers quand même, ils sont situés sur le Maroni. Voilà, c'est ça. La forte augmentation, elle est liée notamment à cette façade Maroni, et justement sur cette façade est, et notamment à Camopi, on peut envisager, on a une vingtaine de chantiers, on peut envisager, c'est un de nos objectifs, une éradication localisée, comme on l'a fait sur Saül. Sur Saül, oui. Voilà, et donc ce qui permettrait une reconquête de territoire sur le centre-est. J'avais entendu dire d'ailleurs que sur le cas de Saül, c'était aussi en partie dû au fait que la commune s'était un petit peu développée touristiquement, avec d'ailleurs l'appui du parc amazonien, et qu'à force en fait d'avoir des gens tout simplement qui se baladaient en forêt, ça pouvait éloigner en fait les orpailleurs qui n'ont pas envie de rencontrer des gens quand ils vont travailler entre mille guillemets sur place. C'est ça, il faut remplacer cette activité illégale par une autre activité, et notamment Saül est très développé. Ouais, un bon exemple de réussite. Un très bon exemple de l'écotourisme. Et donc voilà, ça permet de repousser les orpailleurs, parce que les orpailleurs, ils aiment bien travailler de manière très discrète. Donc c'est sûr que dès que le terrain est occupé, ça permet de les repousser. Il y a eu aussi, il faut le souligner, un très bon travail de la Légion sur le secteur de Saül. Vous les rencontrez d'ailleurs, les garimperos, ou quand vous arrivez, il n'y a plus personne? Est-ce qu'il y a des contacts avec eux, des discussions peut-être pour... Oui, les garimperos, alors une partie prennent la fuite, essentiellement, et d'autres restent des fois notamment sur les camps. Oui. Et ils nous expliquent simplement qu'ils travaillent. Mais on leur explique que la forêt est protégée, et qu'ils ne sont pas la bienvenue, et qu'ils n'ont pas à travailler en Guyane française illégalement.
Dernière question, est-ce que c'est important finalement qu'il y ait ce genre de documentaire qui soit projeté? Parce que dès qu'on parle d'orpaillage illégal, de lutte contre l'orpaillage illégal, vu que c'est loin en pleine forêt, que ça touche à des questions de sécurité, le grand public il n'a pas forcément conscience de ce qui se passe et de ce qui est fait au quotidien. C'est important de montrer finalement des images de ce que vous faites pour que tout le monde prenne conscience du sujet. Tout à fait, c'était également c'est montrer une de ces facettes moins connues au grand public, ouais. L'intervention directe au cœur des chantiers d'orpaillage illégaux. Et parce que c'est justement une mission prioritaire du parc, de cet immense espace protégé, au vu des impacts environnementaux dramatiques, sociaux et notamment pour les populations du fleuve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, le film Orpaillage illégal au cœur de la lutte sera diffusé dans quelques jours, vendredi à 19h au cinéma Eldorado. Merci encore, très bonne journée à vous.